Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Notre Djobas sur le chemin d'être désenclavé avec le lancement des travaux de pistes de production. Ils sont confiés à l'Ageroute et la société chinoise qui réalise l'autoroute Ila Touba. Pendant ce temps, le PUDC équipe les groupements de femmes de Diourbel et de Mbour. 370 machines sont mises à leur disposition. 13 000 bureaux de vote pour les législatives prochaines contre 12 000 pour l'ancien fichier. C'est la résultante du nombre d'électeurs qui a augmenté. Du coup, les sites doivent être renforcés. Présentation de la nouvelle carte électorale dans ce journal. Dans cette édition également, nous vous emmenons à la découverte de Keur Massar, une commune partie d'un village créé, c'était il y a 3 siècles. Son histoire et ses multiples facettes nous sont présentées dans la rubrique découverte signée Koumba Diakhatemar. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le PUDC a réceptionné 370 équipements composés de moulins et de décortiqueuses d'une valeur de près de 400 millions de francs CFA. Ces machines sont donc destinées au groupement de femmes des départements de Diourbel, de Bambey et de Mbour. La réception s'est faite à l'atelier de confection de Kaolack avec les responsables du PUDC. Compte rendu, Youssouf Kaba. Des moulins à 1000, des décortiqueuses, au total 370 équipements produits uniquement pour soulager et améliorer les conditions de travail domestique des femmes rurales. Ce premier jet concerne 187 groupements des départements de Diourbel, Bambey et Mbour. Ces équipements sont au coût de 400 millions et ça a été fait dans le cadre donc, du volet équipement rural du PUDC. Et justement, ceci prouve que le PUDC est en marche pour un monde rural mieux équipés pour que justement les travaux des femmes en milieu rural puissent être allégés. Ces équipements post-récolte produits ici à Kaolack vont être acheminés dans les meilleurs délais vers leur destination finale. Cette action est une réponse aux besoins exprimés des femmes rurales en la matière. On est en train d'organiser la logistique et aussi le transport. Les femmes sont déjà averties, les groupements du moins, pour recevoir le matériel, de même que les autorités administratives locales et aussi les élus locaux. Cette réception est la première phase d'un programme de production de 5500 équipements du volet équipement rural du PUDC. Et déjà 940 emplois directs sont en vue pour l'exploitation et la maintenance de ces machines. Je le disais également en titre, la zone de notre Djobas, région de Thiès, sera bientôt désenclavée sur le plan des infrastructures routières. Un important programme de construction de pistes de production vient de démarrer grâce à l'Ageroute et son partenaire, la société chinoise chargée donc de la réalisation de l'autoroute Ila Touba. La cérémonie officielle de lancement des travaux s'est déroulée en présence d'Alun Sahar, maire de notre Djobas, et des responsables d'Ageroute. Alassane Diédiou, compte rendu. Avec son horticulture, véritable levier d'expansion, et son arboriculture, la vallée du Djobas est aujourd'hui l'un des pôles de développement économique les plus dynamiques de la région de Thiès, voire du pays. Paradoxalement, cette zone géographique dont la capitale administrative est notre Djobas souffre d'un enclavement sur le plan des infrastructures routières, ce qui constitue un frein à l'intégration et au développement local. La réalisation de l'autoroute Ila Touba, qui traverse de part en part le territoire communal du Djobas et la proximité de l'aéroport de Dias, constituent des opportunités que les autorités locales ont su saisir. Les braves populations de Sangué, pour aller rejoindre le chef-lieu de la commune, où se trouve la mairie et la sous-préfecture de Noto, sont obligés de passer par Thiès, traverser la commune de Thiès et aller par la route de Tasset pour arriver justement à Noto. Cela est totalement inacceptable. Ces travaux nous permettront justement de faire la jonction entre Sangué et le chef-lieu de la commune. Nous avons découpé la commune, on va dire, en 2 zones. La zone de Anen jusqu'à Mbousnakh, la zone de Sangué jusqu'à Kissan. Et donc nous allons avoir une perpendiculaire qui permettra justement de Sangué aller jusqu'à Mbousnakh sans passer par Thiès et vice-versa. Donc je pense que c'est une question fondamentale qui sera résolue, qui est la question de la circulation des personnes et des biens. Longue de 5 km, cette piste de production, dont les travaux de construction devraient durer environ 2 mois, doit permettre de rallier facilement Noto à partir de Sangué. Point de départ, la route de Thiès-Bandia. Ce projet en cours d'exécution constitue la première phase d'un programme de construction de voies de communication au sein de l'ensemble de l'espace communal, lesquels s'articulent autour de 3 axes routiers.
La maîtrise d'ouvrage est assurée par la société chinoise CRBC, partenaire de l'AGEROUTE. Aujourd'hui, après des études, après des plans, en tenant compte de tous les aspects, en tout cas, surtout sur le plan sociétal, aujourd'hui, nous sommes en mesure de démarrer ces travaux-là. C'est des travaux qui vont aller très vite. Ce premier axe qu'on va démarrer aujourd'hui va faire environ 5 km. Par-delà les préoccupations essentielles de politique d'aménagement du territoire communal, il s'agit de permettre à la quarantaine de villages de Notto Diobass de partager un terroir commun, d'échanger sur le plan commercial et d'écouler leur production vers les marchés extérieurs, condition sine qua non d'un développement économique endogène. Dans l'actualité des législatives, la carte électorale compte désormais plus de 13 000 bureaux de vote contre plus de 12 000 pour l'ancien fichier. Une hausse qui résulte de l'augmentation du nombre d'inscrits dans le fichier électoral. Conséquence, le ministère de l'Intérieur doit mettre en place des sites supplémentaires. Explication, Koumbadia Khademar. De 12 300 à 13 900 bureaux de vote, la carte électorale a connu une augmentation de plus de 1600 bureaux, une hausse entraînée d'une part par l'abaissement du plafond du nombre d'électeurs, il passe de 900 à 600, et d'autre part par l'augmentation sensible des inscrits, au total 6 200 contre 5 500 pour l'ancien fichier. Du coup, il faut des sites supplémentaires pour abriter le surplus de bureaux de vote. Or, les édifices qui répondent aux normes pour abriter les opérations de vote de 47 listes ne sont pas partout disponibles. Par conséquent, le ministère de l'Intérieur va procéder à une édification d'infrastructures sommaires, encore appelées abris provisoires. Le nombre va varier en fonction de la situation locale de chaque circonscription. Par ailleurs, une délocalisation fonctionnelle de bureaux peut se faire à chaque fois que de besoin. Toujours dans le cadre de ces élections législatives, un esprit de dépassement et de responsabilité est ce qui doit animer les acteurs politiques dans la campagne électorale. Propos de Djibi Diakhaté. Pour le sociologue, les législatives ne sont qu'une étape de la vie démocratique. Au-delà, tout le Sénégal doit se retrouver autour des chantiers de développement. Il était l'invité de l'émission Point de vue. Ce à quoi il faut appeler les uns et les autres, c'est à l'esprit de dépassement et de responsabilité. Je crois que c'est important. Nous avons un pays à construire. Nous allons vers des élections législatives. C'est des élections législatives. Elles sont importantes, mais elles font partie de la vie démocratique du pays. Après, il faut développer ce pays. Il faut continuer à travailler pour que ce pays-là fasse des bons en avant. Nous avons encore une fois beaucoup de chantiers qui nous attendent. Il faut une coalition forte autour de principes sacrés sur lesquels il n'y a pas possibilité de transiger. Il faut s'accrocher à des principes pour aller vite vers les réformes et développer ce pays. Ça, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas du rêve. C'est possible, le Sénégalais est capable de faire des choses de ce genre. Très bien. Un prix de la bonne gouvernance, l'idée née en 2015, suit son cours pour récompenser les efforts dans la conduite efficace des actions publiques. Depuis 4 ans, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de bonne gouvernance avec une quarantaine d'initiatives articulées autour de 7 principes. Explication Oumar Diaw. Concept institutionnel, la bonne gouvernance cherche à devenir au Sénégal un concept matériel, une réalité. La dynamique observée depuis 2013 permet d'entretenir cet espoir avec l'adoption d'une stratégie nationale. Il était important 4 ans après de passer au crible de cette stratégie nationale l'ensemble des actions qui ont été identifiées comme étant prises pour aller dans le sens d'améliorer la gouvernance au Sénégal. Et en cela, nous en avons retenu 40. Une quarantaine d'initiatives prises autour de 7 principes: la transparence, la redevabilité, l'efficacité et efficience, l'égalité, équité, genre, l'accès à l'information, l'application de l'état de droit et la participation citoyenne. Autant de domaines dans lesquels des progrès ont été réalisés, mais on se refuse de parler d'acquis. Il ne s'agit pas de dire des acquis, parce qu'en matière de promotion de la bonne gouvernance, il n'y a pas d'acquis. Donc ce sont des dynamiques qui ont été enclenchées pour qu'on aille de l'avant.
Améliorer la gouvernance au Sénégal, c'est l'objectif de cette dynamique d'ensemble et l'idée d'un prix de la bonne gouvernance fait son chemin. L'idée a été lancée depuis 2015. Nous sommes en train d'étudier les moyens de concrétiser cette idée qui va déboucher sur en tout cas l'institutionnalisation d'un prix de la bonne gouvernance qui, à notre avis, va contribuer de manière vraiment très significative à l'amélioration de l'efficacité dans la conduite de nos actions publiques. Un prix pour récompenser les efforts, pour dire qu'il n'y a pas que des sanctions négatives. L'idée est de favoriser l'émulation entre les administrations pour donner les meilleurs services aux citoyens de plus en plus exigeants. La réflexion préparatoire va se poursuivre pour définir la méthodologie générale et les critères de cette distinction. Un artisan, un toit, c'est le programme lancé par la Chambre des métiers de Kolda. L'objectif, c'est d'assurer aux milliers de Koldois qui s'activent dans le secteur en habitat. Les autorités de la capitale du Fouladou s'engagent à accompagner cette initiative, nous dit Bachir Ba. Ils participent souvent à la conception et à la construction des maisons, mais ils ne disposent pas souvent de toit. Ils, ce sont les artisans. Ceux de la Chambre des métiers de Kolda lancent le programme Un artisan, un toit. Nous sommes là aujourd'hui, c'était pour mettre sur pied la coopérative d'habitat des artisans de la Chambre des métiers de Kolda. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des artisans, surtout la commune de Kolda, n'ont pas de maison. Ils sont là qui connaissent un programme, un artisan, un toit. C'est ça qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. L'État, dans le cadre du plan Sénégal émergent, a un ambitieux programme pour le secteur de l'artisanat. Une ligne de crédit est mise à la disposition des artisans et ils ont aussi droit à 15% de la commande publique. L'artisanat et l'habitat sont au cœur du plan Sénégal émergent. Parce que pour qu'un individu se sente vraiment épanoui, il faut un toit. Vous savez aussi que l'artisanat local doit contribuer pour une grande part des activités de notre terroir. En plus de la Cité des artisans, la Chambre des métiers de Kolda compte mettre d'autres infrastructures en place, une zone d'activité et un centre d'exposition et de commercialisation des produits artisanaux. Et puis le département de Thiès a aussi reçu sa nouvelle vague d'agents de sécurité de proximité. Ils sont issus de la deuxième promotion. Ces ASP vont renforcer la sécurité dans la ville mais aussi dans les familles religieuses. Les précisions de Hamidou Diop. Les sortants de la deuxième promotion des ASP de Thiès ont fait montre de tout leur engagement. L'arrivée du directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité a été l'occasion de revenir sur leur apport dans différents dispositifs sécuritaires, environnementaux et sanitaires. Aujourd'hui, l'agence va former des stagiaires qui vont participer à la sécurisation des manifestations sportives. Sur cette question, je pense qu'il va falloir mettre en place des stagiaires. Des ASP stagiaires qui permettent vraiment d'anticiper sur ces questions-là, d'éviter que les gens entrent dans les stades avec un matériel dangereux ou bien entrer avec un état d'esprit, parce que tout ça, ça s'apprend. La psychologie des foules, moi qui suis criminologue de formation, je sais qu'on lit sur l'esprit du spectateur son intention. C'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. L'idée est de faire en sorte que la violence soit bannie dans les stades. On ne ménage pas aussi les supporters. Il faut les séparer pour éviter ce genre d'attaque et ce genre de conflit. Mais tout cela, nous sommes en train d'y réfléchir. Après cette rencontre avec les recrues, cap sur Thiénaba où l'agence a présenté à la famille ses ASP qui vont sécuriser la cité. Yassane a également reçu la délégation et a salué l'arrivée de ses assistants de sécurité et a prié pour le président de la République. Rendre la commune de Wakhinane Nimzatt propre et plus attrayante, une priorité pour l'équipe municipale. Ce matin, elle a engagé une grande opération pour dégager les ordures de la façade littorale. Les populations apprécient et saluent le pragmatisme du maire de la ville, Racine Talla. Compte rendu, Tcherno Amadoussi. Wakhinane Nimzatt, une commune du département de Guédiawaye avec plus de 100 000 habitants. Face au littoral, pendant plusieurs années, des tas d'immondices ont empêché aux populations de profiter de l'air pur et des brises de mer. Ça a été un grand problème pour nous ici, donc avec les mouches et les maladies souvent qui arrivent à nos enfants. Ce matin, la municipalité engage et gagne le combat avec l'appui
de l'unité de coordination de la gestion des déchets, la commune dégage les ordures pour le bien-être des riverains. Nous étions venus quand même pour essayer de soulager les populations afin de réduire quand même l'ensemble des nuisances, que ce soit visuelles, olfactives, n'est-ce pas? Et derrière là, il y a déjà une école et les déchets étaient à côté de l'école. Donc vous pouvez imaginer l'ensemble des désagréments quand même que cela peut poser donc, concernant la population scolaire. Là quand même c'est du bon travail, donc c'est réglé. Donc sur cette surface-là quand même de 2 à 3 hectares, on a pu quand même soulager les populations pour régler quand même tous les problèmes concernant les déchets. Ça nous a permis, tout d'abord les enfants, de pouvoir jouer tranquillement, sans avoir peur ou sans se blesser des cailloux ou bien des tessons de bouteilles. Cette opération est surtout bénéfique pour les jeunes. Pour l'association sportive et culturelle ACUS de la zone 4, le maire, attentif aux préoccupations des populations, a été pragmatique. Nous pouvons remercier le maire, mais également remercier les populations qui ont accompagné cette initiative-là. Alors non seulement qu'ils ont enlevé cette poubelle qui était là, mais également ils ont fait le terrassement pour permettre à l'ASC d'avoir un aire de jeu. L'ASC existe depuis 2008, mais depuis 2008, on était confronté à ce problème-là d'aire de jeu pour pouvoir vraiment assurer les entraînements de l'ASC. Alors si également le maire respecte ses engagements, nous ne pouvons faire que saluer cet esprit citoyen. À Wakhinane Nimzatt, les questions environnementales sont enregistrées au rang des priorités majeures. Ici, démarre un cadre de vie nouveau. À présent, les échos des 8e Jeux de la francophonie, Adama Diatta aura pleinement rempli sa mission de porte-drapeau. L'athlète remporte la première médaille d'or du Sénégal pour la compétition. Adama Diatta monte sur la plus haute marche en lutte libre dans la catégorie des moins de 61 kg. Comme vous le voyez ici sur ces images signées notre envoyé spécial à Abidjan, à Blaise Minkilan. Nous restons à Abidjan justement dans le cadre de ces Jeux de la francophonie, toujours en basket. Chez les filles de moins de 25 ans, le Sénégal a largement dominé le Niger sur le score sans appel de 94 à 26. Le Sénégal marque ainsi les esprits dans cette première sortie avec un écart de 68 points. Les temps forts avec Abdulaziz Ban. Pour cette première sortie, les Lions ont dominé tous les cartons de cette rencontre. 20 à 2 au premier, 34 à 5 au deuxième, 64 à 12 au troisième. Les consignes ont été respectées. Le coach est dans sa logique. Les filles ont fait une bonne prestation tout en respectant les consignes par rapport au travail qu'on avait commencé à Dakar. Pour moi, c'est une continuité. On a continué à travailler sur le tempo par rapport à tout ce qu'on faisait à Dakar. Avec un écart de 68 points dans cette rencontre, les Lions, toutes griffes d'or, ont maîtrisé leur sujet. L'adversaire n'a pas su transcender tout ce qu'on avait mis en place. Donc c'est la raison pour laquelle elles ont joué timidement. Mais il faut les prendre au sérieux parce que par rapport aux jeux, sur le plan technique et tout, elles ont quelque chose à montrer. L'essentiel c'est de rentrer dans la compétition. Et rentrer dans la compétition, c'était de gagner. Et Dieu a fait qu'on a gagné avec une large victoire. Moi, je crois que c'était ça l'essentiel. Malgré cette belle victoire, le staff technique est d'avis qu'il faut améliorer beaucoup de choses. Des améliorations qui ne seront que bénéfiques pour l'équipe. En Côte d'Ivoire, toujours, le Sénégal a l'honneur à la Bibliothèque nationale d'Abidjan avec le vernissage de l'exposition de 3 représentants sénégalais aux Jeux de la francophonie 2017. Ils sont peintres, littéraires et photographes et aspirent remporter de plus de médailles avec leurs œuvres. Nos envoyés spéciaux que nous retrouvons Abdulaziz Ban et Blaise Minkilan. À travers cette exposition, ces jeunes Sénégalais de montrer leur savoir-faire avec des thèmes bien choisis. L'œuvre que je présente est intitulée Harmonie humaine. C'est une œuvre circulaire qui fait 2 mètres de diamètre. Donc la technique c'est crayon sur toile. Pour moi, c'est extrêmement important de vivre le rapport avec l'autre, quelles que soient nos différences, quelles que soient les difficultés de la vie. Donc ce rapport avec l'autre nous enrichit. Une œuvre l'envers du décor qui allie mode et environnement, insalubrité. Et il y a Ndeye Anta qui rend hommage à Rufisque
et qui parle aussi de la joie. Je présente une nouvelle qui s'intitule Ndund. Et Ndund est l'histoire d'un vieux maître, un vieux tambour-major, qui, après une visite du ministre de la Culture de son pays, se décide à reprendre la création parce qu'il était à la retraite. Pour ces exposants, l'objectif est clair et il est à atteindre, convaincre le jury pour être sacré. J'ai à peu près lu toutes les nouvelles qui sont là et je peux vous dire qu'elles sont toutes très très belles, quasiment d'une égale qualité. Donc c'est le jury qui décidera. D'habitude, je ne choisis pas des tableaux pour des compétitions. Je crée en tant qu'artiste et je fais ce que je sens. Maintenant, il s'est trouvé que les membres du jury ont apprécié ce travail et ont voulu le présenter aujourd'hui. Par rapport à l'originalité du travail et la pertinence même de la démarche artistique. Nous avons de très belles œuvres. Nous avons de très belles œuvres et nous allons les lire tranquillement, nous allons délibérer tranquillement et nous allons donner 3 médailles, une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. En compétition avec 20 autres lauréats, ces Sénégalais croient en leur chance de médaille. À la Bibliothèque nationale, ils ont même reçu la visite de la première dame de Côte d'Ivoire qui a honoré de sa présence le vernissage de cette exposition. Retour à Dakar pour parler football. 3-1, c'est le score du match Sénégal-Sierra Leone, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations pour les sélections locales. Un match joué au stade Alassane Djigo de Pékin. Retour sur les temps forts de la rencontre avec Fatoumata Savané. Les Lions locaux décrochent leur ticket pour le dernier tour des éliminatoires du CHAN. Les hommes de Moustapha Seck n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour. 3e minute, suite à ce cafouillage, Amadou Diandiaye inscrit le premier but du Sénégal. Mais 11 minutes plus tard, sur ce service de Marmou Fofana, Nathaniel Voula remet les pendules à l'heure, un but partout à la pause. À la reprise, Alassane Ndao double la mise. Nous sommes à la 52e minute. Les Lions locaux iront au bout de leurs ambitions sur cette action collective. Daouda Gueye Diémé alourdit le score, 3-1. Une victoire est toujours belle. Et cette victoire nous permet encore de continuer la compétition. Je pense que ça s'est joué quand même sur beaucoup de choses parce qu'il fallait sur l'ensemble des 2 matchs avoir beaucoup plus de buts pour passer. Il fallait acheminer le travail ici et nous avions l'avantage du terrain compte tenu du contexte dans lequel nous avons joué le match. Le public quand même s'est déplacé et les joueurs étaient très conscients du match parce qu'il fallait gagner ce match pour honorer au moins la mémoire des disparus lors de la finale de la Coupe de la Ligue. We lose this game because le football, ça passe précisément. Si vous avez des opportunités, vous devez les concrétiser. Ils ont eu des opportunités chez eux, ils ne les ont pas exploitées. Le Sénégal à domicile a eu des opportunités qu'il a exploitées. C'est comme ça que c'est pourquoi il a dit félicitations au Sénégal et il souhaite maintenant bonne chance à son équipe pour le futur. And we better luck next time. Dans le dernier tour de ces éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, le Sénégal fera face à la Guinée, des rencontres qui auront lieu le 11 et le 18 août 2017. Et nous en venons à la rubrique découverte avec menu sur le village de Keur Massar dans la région de Dakar. Un village qui existe depuis plus de 3 siècles. Les premiers habitants seraient des Lébou et des Toucouleurs. Pourquoi Keur Massar? Qui est Massar? D'où vient-il? Réponse dans la rubrique découverte signée Koumba Diakhatemar. Situé à l'extrémité est du département de Pékin, à l'entrée de la capitale, le village de Keur Massar, une localité qui garde encore les stigmates d'une bourgade vieille de plus de 3 siècles, elle doit son nom à Massar Dieye, un lébou qui l'aurait fondé. Chef du village Massar Dieye a été le premier chef de village de cette localité. Du temps des colons, quand les autorités administratives venaient ici, elles disaient « Nous allons à Keur Massar » car il était leur principal interlocuteur. Depuis, le nom est resté. Un jour, on devait faire le recensement de la population. C'était à l'époque coloniale. On a demandé à qui appartenait cette maison. Les gens ont dit Keur Massar et ça a été noté tel quel.
C'est là où se serait installé Massar Dieye. À son arrivée sur les lieux, il viendrait de Mbao, non loin de la forêt. Là où il habitait dans la forêt de Mbao, les traces sont toujours restées. C'est de là-bas qu'il était venu quand il s'installait ici. Il y avait la peste qui sévissait et qui ravageait toute la zone. Les gens fuyaient à cause de cette maladie. Ils ont avancé jusqu'à arriver par ici. Bankas, ainsi s'appelait le village avant d'être rebaptisé Kermassar. Bankas, c'est comme les branches des arbres. Si tu plantes un arbre, tu veux que l'arbre jaillisse. C'est comme ça qu'on, dans l'histoire que j'ai appris, que mes parents voulaient que Kermassar sera comme ça, comme un arbre qui jaillisse. Et aujourd'hui, on a vu que l'arbre a vraiment jailli. Yoraya, tout couleur Bontin, habitant au Kermassar village, refute cette thèse. Il est catégorique. Pour lui, ce sont des tout-couleurs qui ont fondé ce village, qui s'appelait d'ailleurs tout-couleur. Mes grands-pères ont fondé ce village. Massar n'a jamais habité ici. Il n'a jamais habité ici. Pourquoi on dit alors Kermassar? Parce que Massar habitait la forêt près de Boum. Alors, quand les Touba faisaient leur inspection, leur patrouille, ils ont trouvé Massar là-bas. Et l'un de mes demandé cette case-là appartient à qui? On a dit que cette case-là appartient à Massar. C'est ce nom-là. Après le déménagement des autres, Massar n'a jamais habité ici. Mais sa famille, quand Massar est mort, sa famille a transité ici. On a continué toujours à dire que c'est Massar. Vous voyez, mais ça s'appelait Toucouleur, ça a été créé par Alici. Toucouleur, Bankas ou encore Kermassar, le petit village d'antan ne cesse de grandir. Aujourd'hui, il fait partie des localités les plus densément peuplées de la capitale. Voilà pour la rubrique découverte signée Koumba Diakhaté-Mar. Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTS1. À 21h, retrouvez la deuxième tranche du journal de la campagne électorale. C'est des travaux qui vont aller très vite. Ce premier axe qu'on va démarrer aujourd'hui va faire environ 5 km. Par-delà les préoccupations essentielles de politique d'aménagement du territoire communal, il s'agit de permettre à la quarantaine de villages de Notre Djobas de partager un terroir commun, d'échanger sur le plan commercial et d'écouler leur production vers les marchés extérieurs, condition sine qua non d'un développement économique endogène. Dans l'actualité des législatives, la carte électorale compte désormais plus de 13 000 bureaux de vote contre plus de 12 000 pour l'ancien fichier. Une hausse qui résulte de l'augmentation du nombre d'inscrits dans le fichier électoral. Conséquence, le ministère de l'Intérieur doit mettre en place des sites supplémentaires. Explication Koumba Diakhaté-Mar. De 12 300 à 13 900 bureaux de vote, la carte électorale a connu une augmentation de plus de 1600 bureaux, une hausse entraînée d'une part par l'abaissement du plafond du nombre d'électeurs, il passe de 900 à 600, et d'autre part par l'augmentation sensible des inscrits, au total 6 200 contre 5 500 pour l'ancien fichier. Du coup, il faut des sites supplémentaires pour abriter le surplus de bureaux de vote. Or, les édifices qui répondent aux normes pour abriter les opérations de vote de 47 listes ne sont pas partout disponibles. Par conséquent, le ministère de l'Intérieur va procéder à une édification d'infrastructures sommaires, encore appelées abris provisoires. Le nombre va varier en fonction de la situation locale de chaque circonscription. Par ailleurs, une délocalisation fonctionnelle de bureaux peut se faire à chaque fois que de besoin. Toujours dans le cadre de ces élections législatives, en esprit de dépassement et de responsabilité, ce qui doit animer les acteurs politiques dans la campagne électorale. Propos de Djibi Diakhaté. Pour le sociologue, les législatives ne sont qu'une étape de la vie démocratique. Au-delà, tout le Sénégal doit se retrouver autour des chantiers de développement. Il était l'invité de l'émission Point de vue.
Ce à quoi il faut appeler les uns et les autres, c'est à l'esprit de dépassement et de responsabilité. Je crois que c'est important. Nous avons un pays à construire. Nous allons vers des élections législatives. C'est des élections législatives. Elles sont importantes, mais elles font partie de la vie démocratique du pays. Après, il faut développer ce pays. Il faut continuer à travailler pour que ce pays-là fasse des bons en avant. Nous avons encore une fois beaucoup de chantiers qui nous attendent. Il faut une coalition forte autour de principes sacrés sur lesquels il n'y a pas possibilité de transiger. Il faut s'accrocher à des principes pour aller vite vers les réformes et développer ce pays. Ça, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas du rêve. C'est possible, le Sénégalais est capable de faire des choses de ce genre. Très bien. Un prix de la bonne gouvernance, l'idée née en 2015, suit son cours pour récompenser les efforts dans la conduite efficace des actions publiques. Depuis 4 ans, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de bonne gouvernance avec une quarantaine d'initiatives articulées autour de 7 principes. Explication Oumar Diaw. Concept institutionnel, la bonne gouvernance cherche à devenir au Sénégal un concept matériel, une réalité. La dynamique observée depuis 2013 permet d'entretenir cet espoir avec l'adoption d'une stratégie nationale. Il était important, 4 ans après, de passer au crible de cette stratégie nationale l'ensemble des actions qui ont été identifiées comme étant prises pour aller dans le sens d'améliorer la gouvernance au Sénégal. Et en cela, nous en avons retenu 40. Une quarantaine d'initiatives prises autour de 7 principes: la transparence, la redevabilité, l'efficacité et efficience, l'égalité, équité, genre, l'accès à l'information, l'application de l'état de droit et la participation citoyenne. Autant de domaines dans lesquels des progrès ont été réalisés, mais on se refuse de parler d'acquis. Il ne s'agit pas de dire des acquis, parce qu'en matière de promotion de la bonne gouvernance, il n'y a pas d'acquis. Donc ce sont des dynamiques qui ont été enclenchées pour qu'on aille de l'avant. Améliorer la gouvernance au Sénégal, c'est l'objectif de cette dynamique d'ensemble et l'idée d'un prix de la bonne gouvernance fait son chemin. L'idée a été lancée depuis 2015. Nous sommes en train d'étudier les moyens de concrétiser cette idée qui va déboucher sur en tout cas l'institutionnalisation d'un prix de la bonne gouvernance qui, à notre avis, va contribuer de manière vraiment très significative à l'amélioration de l'efficacité dans la conduite de nos actions publiques. Un prix pour récompenser les efforts, pour dire qu'il n'y a pas que des sanctions négatives. L'idée est de favoriser l'émulation entre les administrations pour donner les meilleurs services aux citoyens de plus en plus exigeants. La réflexion préparatoire va se poursuivre pour définir la méthodologie générale et les critères de cette distinction. Un artisan, un toit, c'est le programme lancé par la Chambre des métiers de Kolda. L'objectif, c'est d'assurer aux milliers de Koldois qui s'activent dans le secteur en habitat. Les autorités de la capitale du Fouladou s'engagent à accompagner cette initiative, nous dit Bachir Ba. Ils participent souvent à la conception et à la construction des maisons, mais ils ne disent pas. Équipement du volet équipement rural du PUDC. Et déjà 940 emplois directs sont en vue pour l'exploitation et la maintenance de ces machines. Je le disais également en titre, la zone de Notto Diobass, région de Thiès, sera bientôt désenclavée sur le plan des infrastructures routières. Un important programme de construction de pistes de production vient de démarrer grâce à l'Agiroute et son partenaire, la société chinoise chargée donc de la réalisation de l'autoroute Ila Touba. La cérémonie officielle de lancement des travaux s'est déroulée en présence d'Alun Sarr, maire de Notto Diobass, et des responsables d'Agiroute. Alassane Diédhiou, compte rendu. Avec son horticulture, véritable levier d'expansion, et son arboriculture, la vallée du Diobass est aujourd'hui l'un des pôles de développement économique les plus dynamiques de la région de Thiès, voire du pays. Paradoxalement, cette zone géographique, dont la capitale administrative est Notto Diobass, souffre d'un enclavement sur le plan des infrastructures routières, ce qui constitue un frein à l'intégration et au développement local. La réalisation de l'autoroute Ila Touba, qui traverse de part en part le territoire communal du Diobass et la proximité de l'aéroport de Diass, constituent des opportunités que les autorités locales ont su saisir. Les braves populations de Sangué, pour aller rejoindre le chef-lieu de la commune, où se trouve la mairie et la sous-préfecture de Notto, sont obligés de passer par Thiès, traverser la commune de Thiès et aller par la route de Tasset pour arriver justement à Notto. Cela est totalement inacceptable. Ces travaux nous permettront justement de faire la jonction entre Sangué et le chef-lieu de la commune. Nous avons découpé la commune, on va dire, en 2 zones. La zone de Anen jusqu'à Mbousnakh,
la zone de Sangué jusqu'à Kissan. Et donc nous allons avoir une perpendiculaire qui permettra justement de Sangué aller jusqu'à Mbousnar sans passer par Thiès et vice-versa. Donc je pense que c'est une question fondamentale qui sera résolue, qui est la question de la circulation des personnes et des biens. Longue de 5 km, cette piste de production, dont les travaux de construction devraient durer environ 2 mois, doit permettre de rallier facilement Noto à partir de Sangué. Point de départ, la route de Thiès-Bandia. Ce projet en cours d'exécution constitue la première phase d'un programme de construction de voies de communication au sein de l'ensemble de l'espace communal, lesquels s'articulent autour de 3 axes routiers. La maîtrise d'ouvrage est assurée par la société chinoise CRBC, partenaire de l'AGEROUTE. Aujourd'hui, après des études, après des plans, en tenant compte de tous les aspects, en tout cas, surtout sur le plan sociétal, aujourd'hui, nous sommes en mesure de démarrer ces travaux-là. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Notre Djobas sur le chemin d'être désenclavé avec le lancement des travaux de pistes de production. Ils sont confiés à l'AGEROUTE et la société chinoise qui réalise l'autoroute Ila-Touba. Pendant ce temps, le PUDC équipe les groupements de femmes de Diourbel et de Mbour. 370 machines sont mises à leur disposition. 13 000 bureaux de vote pour les législatives prochaines contre 12 000 pour l'ancien fichier. C'est la résultante du nombre d'électeurs qui a augmenté. Du coup, les sites doivent être renforcés. Présentation de la nouvelle carte électorale dans ce journal. Dans cette édition également, nous vous emmenons à la découverte de Keur Massar, une commune partie d'un village créé, c'était il y a 3 siècles. Son histoire et ses multiples facettes nous sont présentées dans la rubrique découverte signée Koumba Diakhatemar. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le PUDC a réceptionné 370 équipements composés de moulins et de décortiqueuses d'une valeur de près de 400 millions de francs CFA. Ces machines sont donc destinées au groupement de femmes des départements de Diourbel, de Bambey et de Mbour. La réception s'est faite à l'atelier de confection de Kaolack avec les responsables du PUDC. Compte rendu Youssouf Kaba. Des moulins à 1000, des décortiqueuses, au total 370 équipements produits uniquement pour soulager et améliorer les conditions de travail domestique des femmes rurales. Ce premier jet concerne 187 groupements des départements de Diourbel, Bambey et Mbour. Ces équipements sont au coût de 400 millions. Et ça a été fait dans le cadre donc, du volet équipement rural du PUDC. Et justement, ceci prouve que le PUDC est en marche pour un monde rural mieux équipé, pour que justement les travaux des femmes en milieu rural puissent être allégés. Ces équipements post-récolte produits ici à Kaolack vont être acheminés dans les meilleurs délais vers leur destination finale. Cette action est une réponse aux besoins exprimés des femmes rurales en la matière. On est en train d'organiser la logistique et aussi le transport. Les femmes sont déjà averties, les groupements du moins, pour recevoir le matériel, de même que les autorités administratives locales et aussi les élus locaux. Cette réception est la première phase d'un programme de production de 5500. Ils ne disposent pas souvent de toit, ce sont les artisans. Ceux de la Chambre des métiers de Kolda lancent le programme Un artisan, un toit. Nous sommes là aujourd'hui, c'était pour mettre sur pied la coopérative d'habitat des artisans de la Chambre des métiers de Kolda. On s'est rendu compte que la plupart des artisans, surtout la commune de Kolda, n'ont pas de maison. Ils ont là qu'on a un programme, un artisan, un toit. C'est ça qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. L'État, dans le cadre du plan Sénégal émergent, a un ambitieux programme pour le secteur de l'artisanat. Une ligne de crédit est mise à la disposition des artisans et ils ont aussi droit à 15% de la commande publique. L'artisanat et l'habitat sont au cœur du plan Sénégal émergent. Parce que pour qu'un individu se sente vraiment épanoui, il faut un toit. Vous savez aussi que l'artisanat local doit contribuer pour une grande part des activités de notre terroir. En plus de la Cité des artisans, la Chambre des métiers de Kolda compte mettre d'autres infrastructures en place, une zone d'activité et un centre d'exposition et de commercialisation des produits artisanaux.
Et puis le département de Thiès a aussi reçu sa nouvelle vague d'agents de sécurité de proximité. Ils sont issus de la deuxième promotion. Ces ASP vont renforcer la sécurité dans la ville mais aussi dans les familles religieuses. Les précisions de Hamidou Diop. Les sortants de la deuxième promotion des ASP de Thiès ont fait montre de tout leur engagement. L'arrivée du directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité a été l'occasion de revenir sur leur apport dans différents dispositifs sécuritaires, environnementaux et sanitaires. Aujourd'hui, l'agence veut former des stagiaires qui vont participer à la sécurisation des manifestations sportives. Sur cette question, je pense qu'il va falloir mettre en place des stagiaires. Des ASP stagiaires qui permettent vraiment d'anticiper sur ces questions-là, d'éviter que les gens entrent dans les stades avec un matériel dangereux ou bien entrer avec un état d'esprit, parce que tout ça, ça s'apprend. La psychologie des foules, moi qui suis criminologue de formation, je sais qu'on lit sur l'esprit du spectateur son intention. C'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. L'idée est de faire en sorte que la violence soit bannie dans les stades. On ne mélange pas aussi les supporters. Il faut les séparer pour éviter ce genre d'attaque et ce genre de conflit. Mais tout cela, nous sommes en